4 heures de l'après-midi, un vendredi soir, après 3 jours de congrès, parce que j'ai vu beaucoup de valises qui partaient. Et donc, merci de votre présence. Alors qu'on a quand même préparé quelque chose qu'on voulait rendre le plus attractif possible et répondre à une situation actuelle qui est la prise en charge des douleurs vulvo-vaginales et ce discours qui existe entre c'est une vulvodynie, c'est un nerf pudendal. Donc on a pris 3 experts qui vont nous parler de ce domaine avec 3 étapes. La première étape qui sera sur la compréhension de la physiologie, la deuxième étape qui nous parlera de la sexologie, mais je vous expliquerai comment, et Jennifer qui nous parlera des nouveaux traitements. Et donc je laisse la parole à Christine Vada, qui est membre du GRIRG, qui est notre association. Vous êtes tous invités chaleureusement à vous y inscrire. C'est le groupe de recherche et d'innovation en restauration génitale. C'est la seule société française qui s'occupe de tout ce qui touche la restauration du périnée, que ce soit sur l'aspect morphologique, l'aspect douleur, voire parfois l'aspect cosmétique. Et Christine Vada est notre membre du bureau principal. Alors, rebonjour à ceux qui étaient là tout à l'heure, bonjour aux nouveaux, merci, comme l'a dit Pierre, d'être présent. Mais la douleur de nos patientes, c'est un sujet qui nous tient tous à cœur, et donc votre présence en est la démonstration. Alors, le premier intervenant, c'est Olivier Bredeau, qui est algologue et qui va nous parler de sa prise en charge dans ces douleurs et des douleurs en général. Merci beaucoup. Très content d'être parmi vous. Ça faisait un sacré bout de temps que j'espérais de venir à Paris Santé Femmes, donc c'est pour moi vraiment un bon moment. Puis de vous voir aussi nombreux, comme le disait Pierre, c'est aussi très réchauffant. En plus sans masque, c'est encore mieux. Voilà. Donc je vais essayer pas de vous parler de ma pratique, mais essayer de vraiment vous montrer aujourd'hui, dans les connaissances à la fois de la douleur et rapportées à la gynéco, puisque c'est mon travail quotidien, que ce soit au CHU à Nîmes, à l'Avancée à Aix ou plus récemment à l'hôpital Foch à Suresnes, où on fait des consultations sur la douleur pelvienne. Donc c'est vous montrer un tout petit peu comment, à partir de cette pratique clinique et la connaissance neurophysiologie de la douleur rapportée donc à la gynéco, comment on peut essayer de mieux prédire l'efficacité des traitements, parce que c'est ça la question qui est au bout du compte, c'est comprendre les douleurs. Un intérêt, c'est pour mieux essayer de choisir le bon traitement pour la bonne patiente au bon moment. Alors, cette question, elle devrait tarauder la plupart des praticiennes, des praticiens qui s'occupent des femmes, puisque c'est une question qui est courante et on le voit dans la demande croissante maintenant qui est née autour des douleurs, très largement appelées douleurs d'endométriose, mais ça regroupe maintenant tellement de choses que ça va des dysménorrhées aux dyspareunies, aux douleurs multiples et variées. Et donc, dans les pays industrialisés, c'est vrai que c'est une vraie demande aujourd'hui de prise en charge et d'écoute de la douleur des femmes. C'est la première chose qui peut-être il faut, c'est au moins écouter cette plainte. L'autre problème, la question qui est posée aujourd'hui, c'est que la douleur, grâce à l'évolution notamment des neurosciences, puisque pour connaître une douleur, il faut aussi connaître un petit peu de la neurobiologie, il y a une vraie compréhension aujourd'hui des phénomènes qu'on appelle les phénomènes d'hypersensibilité qui peuvent modifier la perception de la douleur par les femmes et entraîner des gènes extrêmement importantes avec des retentissements dans la vie quotidienne, parfois tout simplement sur la position assise qui devient difficile. Et cette hypersensibilité est souvent incomprise des praticiens et, comme ne pouvant pas expliquer, souvent renvoyée assez durement à ces femmes et qu'on ne s'étonne pas à appeler des plaintes des patientes quand on leur dit tout simplement c'est dans votre tête et circuler, il n'y a rien à voir. En tout cas, au lieu d'avoir l'humilité de dire
je n'ai pas la compétence pour répondre à votre demande, donc essayez de voir des gens qui sont un peu plus qualifiés pour vous aider. Alors la douleur, depuis bien longtemps, on en a fait depuis quelques siècles une histoire périphérique, alors qu'auparavant, mais c'était en 1500 et des poussières, Descartes l'avait décrit quand même comme un phénomène de perception, et il disait qu'à partir de ce petit bonhomme qui est à droite, qui est dans le discours de la méthode de Descartes, il disait finalement il y avait une perception dans le cerveau de cette douleur à partir d'une glande qu'il appelait la glande pinéale. Et donc c'est à partir de ces données-là qu'on avait reconnu la douleur comme un phénomène finalement appartenant non au corps uniquement, mais à l'ensemble de la personne. Et c'est cette question-là probablement qui revient dans la définition en 95, puisqu'on parle de sensations et d'émotions désagréables perçues par la patiente. Donc il est clair que si on n'écoute pas une patiente, on ne peut pas analyser sa douleur, puisque c'est sa perception de la douleur qui va être la clinique de base de la prise en charge de cette douleur. Alors, bien sûr, il a fallu ces fameuses neurosciences pour essayer de comprendre ce qu'était la neuromodulation. Alors, la neuromodulation, pas la neuromodulation, la nociception. Cette nociception, c'est l'art de percevoir de l'extérieur. Vous savez, il y a deux grands systèmes de sensibilité, la proprioception et la nociception. Et la nociception, c'est percevoir de l'extérieur une sensation désagréable. Elle part d'une stimulation périphérique et elle va remonter par des fibres jusqu'au niveau du cerveau. Donc, ce qui fait que si vous n'avez pas de cerveau, mais vous n'avez pas de douleur, no brain, no pain, vous avez vu ce slogan qui passe sur les réseaux sociaux, il est important d'avoir à la fois les récepteurs périphériques et l'intégration centrale pour avoir une douleur. Alors, ça se fait de deux façons pour percevoir une douleur. Ce n'est pas uniquement la stimulation périphérique, c'est-à-dire l'inflammation locale, et on reviendra au niveau des nocicepteurs qui fait la douleur, c'est cette façon d'être véhiculée. Et si on répète cette inflammation ou si on laisse cette inflammation perdurer, il va y avoir un phénomène qu'on va appeler d'hypersensibilité primaire et qui se traduit par l'augmentation d'intensité de la douleur, voire son extension, son effet de sommation locale. Cette douleur va durer dans le temps, à ce moment-là, il y a une chronicisation de la douleur et l'hypersensibilité secondaire qui se fait au niveau de la corne postérieure de la moelle, par des phénomènes biochimiques maintenant qui sont bien connus, va aussi augmenter l'intensité de ces douleurs et surtout créer des phénomènes périphériques qui est notamment l'hypersensibilité de la peau, qu'on retrouve beaucoup dans la région périnéale, qu'on appelle l'allodynie, cette hypersensibilité pour quelque chose qui est suffisamment agréable. Vous voyez ces femmes qui ne supportent plus leurs sous-vêtements lorsque l'allodynie est extrêmement importante. Et puis, au niveau central, il y a une modulation du phénomène douloureux à partir de phénomènes cognitifs et de phénomènes donc de mémoire de la douleur et puis de phénomènes émotionnels. Donc, ce qui fait varier cette stimulation, cette partie de facteurs excitateurs, ce sont bien sûr la répétition, la chronicité, mais aussi le stress et la sédentarité et l'immobilisation. Mais là encore n'est pas la douleur. La douleur, finalement, c'est un équilibre par la capacité du sujet à se défendre contre cette douleur par un système de modulation qu'on appelle contrôle inhibiteur descendant. Et ce contrôle inhibiteur descendant, il va être très dépendant de la qualité du sommeil, de l'activité physique et du plaisir, de la joie de pouvoir vivre le lendemain. Or, vous voyez dans ces éléments-là tous les éléments aujourd'hui qui vont apparaître dans la chronicisation de la douleur, et vous voyez plus souvent des patientes stressées et avec une forte sédentarité. La douleur, finalement, c'est un équilibre d'une balance entre cette capacité d'excitation du système, de réception de l'extérieur, et cette capacité de modulation. Et lorsque, bien sûr, le système se déséquilibre d'un côté ou comme de l'autre, il est important à ce moment-là de mesurer le phénomène de douleur. Donc il est important aussi de voir dans une phénomène de douleur, est-ce que c'est les facteurs de modulation de la douleur qui sont en jeu? Et là, on verra dans les facteurs psychologiques, ce qu'on a appelé psychologiques, mais qui sont les facteurs d'adaptation, difficulté d'adaptation, qui vont amplifier les phénomènes douloureux, ou est-ce que c'est les facteurs inflammatoires,
ou de chronicisation de la douleur, d'hyperexcitabilité, qui ont un phénomène. Le traitement n'est pas du tout le même. On va essayer de le détailler, de vous le faire comprendre. Alors les phénomènes, bien sûr, ont été décrits depuis longtemps. Un des premiers phénomènes qui est souvent retrouvé dans le périnée, c'est le premier phénomène de chronicisation, c'est l'hyperexcitation va entraîner une contracture musculaire. La contracture musculaire est une conséquence de l'hyperexcitabilité du nerf et non l'inverse. Alors c'est vrai qu'on peut essayer de traiter une douleur en essayant de décontracter un muscle, puisque lorsqu'on décontracte le muscle, on va diminuer l'intensité de la douleur, mais en tout cas, il est clair aujourd'hui que ce couple nerf-muscle est à prendre en totalité et souvent en association. Et souvent, il faut jouer aussi sur la sensibilité du nerf et sur la contracture du muscle, parce qu'on se retrouve dans l'échec lorsqu'on ne joue que sur la contracture du muscle. Autre élément, c'est la fatigue, et puis les éléments dans la chronicisation qui vont prendre énormément de travail, qui sont les éléments centraux, que sont l'anxiété, qu'on rencontre plus souvent dans les phases aiguës, et l'état dépressif ou difficulté d'adaptation du sujet, c'est-à-dire aggravation de la névrose dont on est tous porteurs à travers de ces phénomènes de douleur chronique. Alors, ce qui est important c'est donc de connaître la lésion. Il faut faire une analyse de la lésion. Il n'y a pas de prise en charge de la douleur sans un examen clinique. Ce qui est souvent j'ai été... je me rappelle la première fois que je suis arrivé à l'hôpital de Nîmes, dans mon nouveau bureau, on m'a demandé s'il me fallait une table d'examen. Donc, si vous voulez, on pensait que les gens de la douleur étaient simplement là pour écouter la difficulté et de la souffrance des personnes qui les consultaient. Donc, l'analyse et l'examen clinique est indispensable. Il doit y avoir, dans les rapports de prise en charge de la douleur, un examen clinique. On ne peut pas simplement prendre en charge la douleur sur les coups de la plainte. Le retentissement fonctionnel est extrêmement important et la capacité d'adaptation du sujet. Les phénomènes, entre autres, des difficultés qu'on rencontre souvent, qui est l'anticipation douloureuse, qui est un des problèmes en sexologie, dans les douleurs sexuelles, cette anticipation douloureuse, qui est une difficulté d'adaptation. On sait que ça relève d'une fonction particulière au niveau central qu'on appelle le cortex préfrontal, mais en tout cas, il est clair que ces éléments-là vont nécessiter des prises en charge que connaissent bien nos collègues psychologues et sexologues. Alors, lorsqu'on va prendre en charge ces patientes, une fois qu'on aura fait une évaluation, il est clair qu'on va essayer de gérer la lésion, parce que le meilleur traitement de la douleur, ce n'est pas le traitement symptomatique, c'est le traitement de la cause de la douleur. Et lorsque cette lésion est repérée, lorsqu'il y a une zone gâchette, lorsqu'il y a une zone particulièrement douloureuse, on va essayer de la traiter de manière à permettre une reprise de la fonction et une amélioration. Ce qui est très difficile chez les patients chroniques, c'est qu'il y a comme un mur de l'immobilisation qui attend dans l'action du thérapeute quasiment le miracle, un retour comme avant, comme disent souvent les dames qui viennent nous voir. Et donc c'est vrai que le retour comme avant va nécessiter une médecine du partenariat, une médecine de faire avec, et surtout une médecine qui est basée sur l'éducation et la participation du patient à la prise en charge thérapeutique. Et c'est ça qu'on appelle la phase réadaptative et progressivement la phase de réinsertion et d'amélioration professionnelle, mais surtout dans la qualité de vie quotidienne. Alors ça, c'est le schéma classique thérapeutique et le trajet thérapeutique que vous devez obtenir. Alors, ce qui est important aussi, c'est que de voir, alors je vous le cite ici, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, il y a une nouvelle taxonomie de la douleur chronique, parce que souvent, on a limité la douleur chronique à ce qu'on appelle ici les douleurs primaires, c'est-à-dire simplement à leur retentissement. Les gens ont mal, bon, c'est qu'ils ne sont pas bien dans leur peau, c'est qu'ils ne sont pas bien dans leur environnement, ils ont des soucis dans leur famille, etc., etc. Ces douleurs chroniques primaires, on a défini un mécanisme aujourd'hui qui est un mécanisme, nouvelle nomenclature, on les appelle les douleurs de mécanisme nociplastique. Donc, avec comme centrale où les effets secondaires de la douleur sont plus importants que finalement l'effet lésionnel. Mais on voit plus souvent dans la région pelvienne des douleurs chroniques secondaires. Alors, dans le cadre des cancers, il y a un gros travail à faire aujourd'hui sous la douleur et des phénomènes
d'inflammation qui existent suite au traitement du cancer, soit la chirurgie, soit la chimiothérapie ou la radiothérapie, les traitements chirurgicaux, les douleurs neuropathiques, donc on a cité le fameux nerf pudendal, et puis les douleurs viscérales qui sont importantes aussi dans la région pelvienne, ainsi que les douleurs musculo-squelettiques, j'y reviendrai. Alors, dans cette nouvelle nomenclature, on a classé les douleurs pelviennes, finalement on les a repérées essentiellement des douleurs viscérales, mais on s'aperçoit qu'il y a, comme disent les anglo-saxons, des parents, donc des associations possibles dans d'autres des domaines que je viens de vous citer, et donc on retrouvera la douleur pelvienne dans pas mal de cette classification. Mais si on reprend la partie viscérale, vous voyez qu'il y a plusieurs mécanismes. Il y a un phénomène inflammatoire, il y a des mécanismes qui font appel au vasculaire, c'est-à-dire au dérèglement du système neurovégétatif, et puis il y a des mécanismes qui vont être plutôt de sensibilisation, d'hypersensibilisation. Donc c'est au travers de l'analyse clinique, on doit pouvoir classer ces douleurs pelviennes dans les différents mécanismes, ce qui va entraîner des traitements complètement différents. Alors, pour revenir à la basique, quand vous allez analyser, vous allez commencer à analyser le périnée et donc les nocicepteurs. Si c'est simplement une zone qui est touchée, vous aurez une douleur de mécanisme nociceptif, atteinte des nocicepteurs. Alors, ça peut être bien sûr dans le pot, mais ça peut être aussi dans le muscle, puisque et le muscle est le seul organe qui contient à la fois le nocicepteur et les mécanorécepteurs. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que les boucles d'action entre nociception, entre contracture musculaire et douleur, elles se font même à l'intérieur d'une boucle qui est à l'intérieur du muscle. Alors ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a un phénomène de sensibilisation sur un phénomène d'inflammation, les traitements par voie générale sont des traitements qui ont des efficacités très médiocres. Le traitement le plus intéressant est un traitement par voie locale, et ce sont des traitements locaux, d'où l'intérêt aujourd'hui des abords par des techniques comme la photomodulation, comme le laser ou la toxine botulique en injection qu'on va utiliser dans certaines de ces stratégies. Donc ces éléments-là, c'est de traiter, lorsque c'est le nocicepteur, on va essentiellement aborder de façon locale, et l'examen clinique est extrêmement important, y compris à la recherche de lésions qui peuvent paraître minimes, mais par leur effet, comme je vous l'ai dit, d'intensité, d'augmentation d'intensité de la douleur par le temps et l'effet de sommation, c'est-à-dire d'étendue de la douleur, vont pouvoir toucher l'ensemble de la vulve alors que vous avez simplement une petite lésion. Et c'est cette lésion qu'il faudra traiter en premier, et parfois le résultat sera assez suffisant pour permettre à la personne une amélioration et un retour à la normale, moyennant aussi un traitement du terrain. Le deuxième mécanisme qu'on va rechercher, ce sont les fameuses douleurs neuropathiques. Alors les douleurs neuropathiques, c'est important parce qu'il faut savoir qu'il y a une double innervation dans le périnée, une innervation qui est lombaire et une innervation qui est sacrée. Cette innervation lombaire, elle est importante puisque aujourd'hui, elle va croiser notamment les douleurs pelviennes par projection sur les troubles de la statique vertébrale. C'est comme ça qu'on explique un certain nombre de liens entre les douleurs pelviennes et les douleurs lombaires, notamment donc en projection sur ces nerfs qui sont ilio-hypogastriques et ilio-inguinal. Un des syndromes qui est le plus connu, c'est le fameux syndrome de Meigne. Syndrome de Meigne, qui est un syndrome que connaissent bien les ostéopathes, entre autres les kinésithérapeutes. C'est un syndrome de souffrance de la jonction thoraco-lombaire, avec des projections et des phénomènes de sensibilisation, y compris avec le temps, qui sont allodiniques. Le fameux pli, comme le montre l'observateur à droite sur la photo, ce fameux pli, cette méralgie qu'on retrouve donc à ce niveau-là, et puis la projection de la douleur donc en latéral de cuisse, comme vous la voyez. Donc c'est pas du tout le trajet du nerf en totalité qui est touché, mais vous voyez que c'est des zones douloureuses projetées qui vont être sensibles et être opérées cliniquement. Donc c'est important parce que ce qui est à traiter, c'est le départ, c'est les troubles de la statique et les troubles de la jonction. C'est pas la peine d'aller bricoler autre chose. Au niveau de l'innervation du périnée, lorsqu'on est en face antérieure, vous voyez qu'on est sur la question ilio-inguinale et génito-fémorale. Ces deux nerfs-là ont une émergence lombaire et n'ont rien à voir avec une douleur du pudendal.
Donc ce qui sera initialement le clitoris et région pubienne n'ont rien à voir avec une douleur du pudendal. Or, on voit des tonnes de gens qui nous sont envoyés pour pudendalgie avec une douleur qui est essentiellement pubienne, voire suspubienne. Donc, il faut arrêter aujourd'hui d'être un peu trop monosynaptique, hein, je veux dire, monoréflexif, en disant que toute douleur de la région périnéale est une douleur pudendale. C'est important de repérer les projections du nerf pudendal qui sont ici, et lorsqu'elles ne sont pas du tout dans la région fessière. Hein. La région fessière est une projection clunéale d'un nerf qui est aussi issu de la région sacrée. Donc le pudendal CS2, le nerf clunéal CS1. Donc ces nerfs sont issus et entraînent des contractures, ces deux nerfs, de muscles qui sont un peu similaires, le piriforme d'un côté et l'obturateur de l'autre. Donc il est clair qu'on va essayer aussi de jouer sur des syndromes canalaires, qui sont des syndromes musculaires, sur la question de l'irritation des nerfs. Là encore, le traitement local pourra être beaucoup plus efficace que le traitement par voie générale, parfois extrêmement mal toléré. Alors, les douleurs pelviennes, maintenant, on a beaucoup travaillé sur la question de la toxine botulique. Pourquoi la toxine botulique ? La toxine botulique est un starter du traitement, puisque c'est un médicament qu'on sait, d'après les dernières données neurobiologiques qu'on a de ces 5 dernières années, c'est un médicament qui agit à la fois sur le nocicepteur et qui agit aussi sur le mécanorécepteur, c'est-à-dire sur la plaque motrice. Et donc, ça veut dire qu'on est sur ces deux phénomènes, et c'est le grand intérêt aujourd'hui de la toxine botulique, c'est qu'elle agit sur les deux phénomènes, et donc sur cette fameuse boucle de chronicisation entre douleur et contracture musculaire. Donc c'est un aide, mais ça doit être poursuivi par l'activité kinésithérapique, puis par l'activité personnelle du sujet et l'activité physique. C'est un starter à la réadaptation. Ce n'est pas la fin en soi. Une toxine en soi n'a jamais amélioré durablement les patients s'ils ne modifient pas et s'ils ne sont pas accompagnés dans une éducation à l'activité physique personnelle. Alors on s'est aperçu aussi que, par exemple, certaines vulvodynies peuvent être soulagées par l'injection de toxine botulique, parce que dans l'étiologie des vulvodynies, il y a une hypothèse musculaire, et donc ce traitement à la fois du muscle, hein, notamment dans des muscles bubo-spongieux, par la toxine botulique, permet l'amélioration de certaines vulvodynies. Il y a plusieurs papiers qui ont été faits dans ce sens-là. Pour les vulvodynies, un autre papier ici. Le syndrome piriforme, pareil, donc dans le muscle, sur les syndromes douloureux du muscle, on va injecter de la toxine botulique. C'est un des traitements aujourd'hui de base qui peuvent être utilisés, mais on verra qu'on a d'autres traitements aujourd'hui qui sont à l'étude et qui peuvent aussi agir dans ce même sens. Alors, ce qui est important dans la sensibilisation, finalement, ce qu'on s'aperçoit dans les phénomènes de sensibilisation, ce qui est très compliqué et ce qu'on sait très mal traiter dans le petit bassin, c'est pour ça que l'hypersensibilité est un sujet très compliqué, et le syndrome pelvien chronique est un douloureux pelvien chronique. Il y a un gag sur ma diapo. C'est qu'à ce moment-là, un troisième système, je vous ai parlé du système sensitif, du système moteur, un troisième système va intervenir dans l'organisme, qui est le système qui est extrêmement lié à nos émotions. C'est celui qui vous fait rougir quand vous êtes amoureuse. C'est le système neurovégétatif. Ce fameux système neurovégétatif qui est très important au niveau céphalique et très important aussi donc, au niveau caudal, donc dans le périnée. Et là, très clairement, à partir de cette hyperexcitabilité des fibres du système neurovégétatif et son dérèglement. Alors il faut voir ici, quand on parle de douleur, je ne voulais peut-être pas assez insister sur ce mot-là, il ne faut peut-être pas voir les choses assez binaires, assez uniformes, j'essaye un peu de vous les simplifier, mais ces douleurs, c'est un problème de modulation. Ouais, je vais essayer d'accélérer, mais je n'en ai pas pour très longtemps. À partir de là, vous avez donc une hyperexcitabilité qui va toucher plusieurs organes. C'est ce que vous voyez dans l'endométriose, hein, cette hypersensibilité pelvienne. C'est ce que vous voyez par exemple dans les cystites interstitielles ou dans les côlons irritables,
ou les syndromes chroniques des releveurs, hein, qui entraînent notamment des symptômes comme la proctalgie fugace. Donc, un des points importants aussi qu'il faut noter, et quand on connaît un peu mieux aujourd'hui les traitements, c'est l'intérêt de la progestérone, par exemple, dans l'endométriose, comme facteur inflammatoire et comme facteur de traitement des douleurs. Le premier traitement de la douleur des patientes endométriales, c'est la progestérone. Ce n'est pas les antalgiques purs. C'est le traitement de fond de base. J'y reviendrai. Et donc, dans l'endométriose, la question qui est posée aujourd'hui, j'ai repris une ancienne appellation d'un ancien gynécologue qui parlait d'endométriose comme la migraine du petit bassin. Et c'est relativement près l'endométriose de la migraine chronique, hein, ce qu'on appelle la migraine chronique, où vous avez une nécessité de traiter des crises, mais aussi d'avoir un traitement de fond. Et le premier traitement de fond de l'endométriose, c'est la progestérone. Et les traitements de crise vont être des anti-inflammatoires parce que c'est un phénomène inflammatoire qui est à la base des douleurs de l'endométriose. Alors, vous avez après les douleurs par compression du nerf, dans lequel vous avez des médicaments qui peuvent aider. Les thérapeutiques médicamenteuses, dans la douleur, et notamment dans la douleur chronique, elles sont intéressantes les premiers mois, les premières périodes de prise en charge. Mais ultérieurement, il faudra très rapidement sevrer ces patients parce qu'il y a un vrai effet de chronicisation sur la prise et d'addiction à ces produits, même si, vous voyez dans la liste, j'ai peu mis les opioïdes qui sont à bannir beaucoup, notamment les opioïdes forts, des prises en charge des douleurs chroniques bénignes. Ce qui est important aussi, c'est de dire qu'il y a une vraie participation et que traiter une douleur, c'est aussi traiter une hygiène de vie. L'hyperconsommation de tabac, c'est-à-dire la nicotine, est un excitant du nerf. Donc, si vous essayez de traiter une hypersensibilité à la douleur avec quelqu'un qui fume un paquet de tabac par jour, c'est quasiment perdu d'avance. L'hyperconsommation de café qui a augmenté dans les pays industrialisés de façon importante, et la caféine est un apaisant du nerf, mais dans son excès est un excitant du nerf. Donc là, il existe des phénomènes, notamment décrits par exemple dans la migraine chronique, hein, de migraine à la caféine par consommation d'excès, mais il y a des phénomènes d'hypersensibilité à la caféine qui sont connus. Et puis la consommation d'alcool, et notamment la consommation d'alcool avec des sulfites, ont des effets d'agression sur le nerf. C'est bien connu dans certains phénomènes d'hypersensibilisation à la douleur. Donc l'hygiène de vie, elle est indispensable si vous voulez traiter une douleur. La deuxième hygiène de vie, c'est le sommeil, la qualité du sommeil, sans benzodiazépine. Le repérage dans l'association douleur-obésité de la question d'apnée du sommeil, qui est un élément très très important dans les sociétés modernes aujourd'hui. L'activité physique régulière, les facteurs stressants, donc il y a énormément de choses. Et puis, bien sûr, conjointement au phénomène douloureux, il peut y avoir eu, au départ de la douleur, on parlait ce matin des violences obstétricales et notamment de l'accouchement, dans le postpartum, lorsque l'accouchement est vécu comme un stress post-traumatique, la douleur est synchrone, en fait, de cette question du stress post-traumatique. Donc la prise en charge, elle ne se fera pas sans, et parfois même prioritairement, par l'abord de cette sensibilisation centrale qui se fait donc par l'utilisation de l'EMDR, l'hypnose, enfin, je vous citais différents moyens. Voilà. Donc les points forts à retenir, c'est que les douleurs pelvipérinéales est une douleur de mécanisme nociceptif, neuropathique ou mixte, parfois. Le mécanisme d'hypersensibilité fonctionnelle pour le syndrome douloureux, donc chronique pelvien. Et puis son diagnostic est facilité par la connaissance anatomique du petit bassin et la physiopathologie de la nociception. Son évaluation clinique doit être bio, psycho et sociale. Et son retentissement, bien sûr, j'en ai assez parlé. Et un parcours thérapeutique découle de l'évaluation clinique et non l'inverse. Je vous remercie. Je vous ai mis 2 citations ici qui rappellent aujourd'hui que malheureusement beaucoup de choses se font sur les croyances et non sur les savoirs. Merci Olivier. Si tu veux rester là, on va demander si vous avez des questions. On va prendre juste 2 questions parce qu'on a un peu dépassé. Non, mais c'était au contraire formidablement complet comme d'habitude. Qui a des questions? Bonjour. Bonjour. Quand vous parlez de l'effet antalgique anti-inflammatoire de la progestérone, est-ce qu'il y a un intérêt de le mettre plutôt en local qu'en péros? Alors,
pas? A priori, qui peut plus, peut moins, mais en tout cas, l'absorption, enfin les phénomènes d'absorption font que lorsque vous utilisez des formes locales, vous avez moins de quantité de produits qui arrivent. Donc l'action anti-inflammatoire de la progestérone, j'y reviens 30 secondes, c'est une action maintenant qui est bien connue puisqu'elle a une action et qui est en lien aussi avec un des éléments importants qui est l'équilibre oméga 3, oméga 6, puisque sur ce récepteur TRAC interviennent trois éléments principaux qui sont la progestérone à travers les phénomènes qu'on appelle neuroendocrines. Et puis vous avez l'ITL, qui est un facteur extrêmement important. Aujourd'hui, il y a des traitements d'endométriose chronique qui sont proposés par les majors, faisant essayer de réguler ce système ITL. Donc, si vous voulez, et donc l'équilibre oméga 2, oméga 3, oméga 6. Je voudrais souligner que c'est de la progestérone naturelle dont on parle, dont on sait qu'elle est aussi protectrice des gaines de Schwann, ce que peu de gens connaissent, et qu'en fait, c'est parfois une attitude paradoxale pour les classiques des anti-endométrioses, des traitements anti-endométriose où il faut tout bloquer, où là, en fait, on laisse un cycle, mais avec une action sur la douleur spécifique. C'est tout un autre concept de la prise en charge de l'endométriose, mais on n'a pas le temps de l'aborder. S'il n'y a pas d'autres questions, on va enchaîner pour tenir notre timing. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Olivier. Et alors, comme on est dans la modernité, Karine Martin, qui est psychosexologue au CHU de Lille, nous a enregistré sa présentation parce qu'elle est simultanément dans la salle d'à côté en train de faire et d'organiser la session sur l'aspect des troubles sexuels. Et elle nous a donc enregistré sa présentation, si ça marche. Alors. Bonjour à tous. Alors, merci au professeur. Est-ce que vous entendez le son? D'avoir confié le sujet passionnant et complexe des douleurs vulvovaginales. Je suis désolée de n'être présente physiquement pour cette présentation, étant toute proche, tout à côté. Je vais tenter de rejoindre la salle si vous aviez des questions dès la session de l'AIUS terminée. Alors, quelques vignettes cliniques. L'objectif de cette présentation est de vous apporter le regard du gynéco-sexologue sur la douleur vulvovaginale. J'ai suivi le diplôme universitaire de médecine esthétique et réparatrice génitale de Créteil et à disposition la radiofréquence, le laser, les injections d'acide hyaluronique et prochainement le PRP à Jeanne de Flandre au CHU de Lille. Les principaux diagnostics sexologiques selon le DSM-5 intègrent le chapitre des troubles liés à des douleurs génitopelviennes ou à la pénétration. Nous retrouvons les dyspareunies, les douleurs à la pénétration, le vaginisme, la contraction involontaire des muscles périvaginaux qui rend la pénétration impossible, et la vulvodynie, qui est une douleur ou un inconfort vulvaire chronique en dehors de la pénétration. La douleur vulvovaginale va nous inviter à une rencontre avec l'intimité de ces femmes, un symptôme qui s'exprimera à tout âge et qui peut être associé à de nombreux événements de vie. Alors pour commencer, Émilie, 23 ans. Émilie nous est adressée par une consoeur gynécologue pour un vaginisme. Elle est en couple depuis 6 ans avec Antoine, elle est étudiante en droit, majeure de promo. Les rapports sont devenus impossibles et les examens gynéco sont extrêmement douloureux. Donc il est important pour le sexologue d'aborder la sexualité de manière plus globale et d'aller au-delà de la plainte. Nous questionnons donc également la patiente sur ses attentes vis-à-vis de la prise en charge, c'est-à-dire quels sont ses objectifs. Alors la sexualité extracoïtale est tout à fait satisfaisante pour Émilie avec du plaisir et des orgasmes. Elle a peur qu'Antoine finisse par se lasser et le suivi gynécologique n'est pas possible. Et un jour, il faudra bien que ça fonctionne pour pouvoir avoir un enfant. Alors concernant Émilie, son objectif est de pouvoir avoir des rapports avec pénétration et que les examens gynécologiques soient plus faciles. Alors, Yvette, elle a 65 ans. Elle est atteinte d'un lichen, c'est une dermatose vulvaire inflammatoire auto-immune.
Cette patiente vient consulter dans le cadre de sa consultation annuelle et elle signale un prurite qui évolue depuis une petite année pour lequel des ovules et des crèmes prescrits par le médecin traitant n'ont pas été efficaces. La sexualité a donc été interrompue. Ce cas clinique met en évidence l'importance du dépistage du lichen scléreux atrophique qui contre-indique les injections d'acide hyaluronique et qui est souvent sous-dépisté, responsable de symptômes à type de prurite, démangeaison, irritation. Alors pour la sexualité plus globale, déjà que mon mari avait des problèmes d'érection, ce n'est plus important pour notre couple. Nous nous aimons beaucoup et ne souffrons pas sans. Pour continuer, Anna, 25 ans, période du postpartum, a accouché il y a maintenant 6 mois, avec un allaitement exclusif toujours en cours. Et elle exprime « je suis très sèche ». La cicatrice d'épisiotomie reste très douloureuse et érythémateuse, comme l'aspect global vulvaire et vaginal. Il existe des dyspareunies d'intromission. Alors il va être important de comprendre le scénario sexuel. Existe-t-il des préliminaires? Existe-t-il du temps consacré au plaisir féminin avant la pénétration? Alors j'ai quand même des rapports pour faire plaisir à mon mari, mais on va au plus vite. Je n'ai aucun plaisir, je vivrai bien sans, mais j'ai peur qu'il ne me quitte. Le sexe, ça n'a jamais été mon truc. Alors Aurélie, 35 ans, elle est adressée par son médecin traitant. Elle est célibataire, présente une vulvodynie depuis 6 mois, avec une grosse répercussion sur sa qualité de vie. Elle présente des brûlures vulvaires bilatérales qui irradient vers le coccyx. La station assise est difficile à supporter, tout comme les vêtements serrés. Elle est séparée du père de sa fille depuis 1 an et dit avoir tout perdu. Sa maison, sa famille, son chien, son niveau de vie. Il est parti avec une plus jeune que moi. Notre fille n'avait qu'1 an. Je suis complètement déprimée. Il y a 7 mois, elle a eu une relation avec un homme ayant une hygiène douteuse. Une IST, un chlamydia, a été dépisté et traité. Et le frottis retrouve des altérations cellulaires bénignes qui traduisent la présence du virus HPV et nécessitent un suivi. Et elle exprime « je suis hyper stressée par ce virus ». Donc voici un cas typique de vulvodynie chez une patiente fragile avec un tempérament de base très anxieux, un événement déclencheur traumatisant et un stress important qui choisit de s'exprimer au cœur de sa féminité. Françoise, 57 ans, donc encore une autre étape de la vie des femmes, la ménopause. Ménopausée depuis 2 ans, en couple depuis 35 ans et retraitée depuis quelques mois. Il existe un conflit conjugal en raison de l'arrêt de la sexualité, avec des agressions verbales fréquentes. L'humeur est dépressive, les enfants se sont installés l'année dernière. On note un isolement social, le mari est toujours en train de râler, et le père en fin d'une longue maladie. Lors des derniers rapports, ça m'a fait horriblement mal, j'ai même eu des saignements à l'extérieur, la peau a dû craquer. Pourtant, on s'entendait très bien à ce niveau jusqu'il y a 1 an. Alors pour finir, Delphine a 38 ans, elle est suivie pour un cancer avec une chimiothérapie interrompue il y a 3 mois et maintenant sous hormonothérapie. On note une atrophie vaginale profonde, on note une décoloration des muqueuses, une fragilité et un manque d'élasticité des tissus. Les infections urinaires sont très fréquentes. Nous avons conservé une sexualité sans pénétration avec beaucoup de plaisir et d'envie et traversons ensemble cette épreuve. Alors que nous apprennent ces cas cliniques, il existe plusieurs périodes à risque de manifestations douloureuses vulvovaginales. Alors tout d'abord, pour commencer, le début de la sexualité, marqué comme en général une méconnaissance de soi, du schéma corporel et génital, méconnaissance à laquelle peuvent s'associer un manque de confiance en soi, une anxiété anticipatoire, de la douleur, des troubles de la lubrification, car l'apprentissage de son propre mode d'emploi vers l'accession au plaisir n'est pas toujours abouti, ou que le couple n'attache pas suffisamment d'importance au plaisir féminin. Le postpartum, grande pourvoyeuse de ce type de difficultés, en fonction de la voie d'accouchement, de ses modalités générales, du vécu de la vulve avec l'existence d'une déchirure ou d'une épisiotomie, de la chute hormonale avec la sécheresse des muqueuses, du vécu psychique de la grossesse et de l'accouchement et de devenir mère, parent, de la fatigue de l'état du couple et même surtout de la sexualité antérieure à la grossesse. Ensuite, le sgum, donc en lien avec l'hypoœstrogénie ménopausique, dans un contexte de sensation de vieillissement de soi, mais aussi de l'autre,
des parents, de perte des écrans que sont les enfants et le travail, avec un tête-à-tête avec le ou la partenaire. Les chimiothérapies, les anti-aromatases, les SERM, dans des contextes complexes néoplasiques, avec un traitement agressif, dans un contexte de grande fragilité psychologique en lien avec la néoplasie, avec parfois un pronostic vital qui peut être questionné. Et enfin, le lichen actif qu'il est important de dépister afin de le surveiller, de le traiter et d'adapter nos prises en charge. Alors que nous apprennent d'autres encore ces cas cliniques, les réactions du couple sont intéressantes. Certains couples sont gênés de cette situation avec une notion de souffrance par rapport à la situation et d'autres non. Et il n'y a dysfonction sexuelle qu'en cas de souffrance. Et ce sont ces couples-là que nous allons recevoir. Certains couples vont garder une sexualité quand la pénétration n'est pas possible et d'autres non. Donc je pense à certains cas de vaginisme. La sexualité extracoïtale peut aussi être joyeuse, créative, ludique et doit être valorisée. Parfois, les préliminaires sont rendus impossibles et la pénétration sera plus investie. Je pense donc dans ces cas éventuellement au lichen vulvaire. Les ressources des couples à mobiliser leurs capacités adaptatives sont essentielles et parfois les deux composantes sont atteintes, rendant la prise en soin plus compliquée. Deux notions essentielles, nous l'avons déjà dit, il est important d'entendre la douleur, d'accueillir la plainte, une douleur qui se place au centre et ce n'est pas par hasard. On peut utiliser ce terme de corps bavard. Alors la sexualité, à quoi ça sert ? N'oublions pas que nous pouvons l'envisager dans sa dimension reproductive, quelquefois dans une vie, mais essentiellement dans sa dimension hédonique, donc vraiment essentielle et primordiale. Donc aussi bien un bien-être personnel de se faire du bien qui renvoie à son propre plaisir, à son propre corps, mais aussi un bien-être du couple en lien avec la communication verbale, mais aussi surtout corporelle, le rapport au corps de l'autre. Et donc on l'a déjà dit, elle revêt une dimension ludique et créative de liberté essentielle. Quelques mots sur l'anatomie du plaisir. Alors, n'oublions pas que l'organe principal se situe entre les deux oreilles. Le rapport à la sexualité peut être envisagé comme un espace de jeu de créativité, mais aussi, comme me l'a déjà décrit une patiente, quand l'autre approche, j'ai la sensation du tableau Le Cri de Munch. Selon les scripts qui auront été enregistrés précédemment, au niveau du corps comme au niveau de l'esprit, la sexualité va nous renvoyer au rapport au plaisir en général, qui aura été influencé par des injonctions éducatives, parfois par la religion ou par des troubles du comportement alimentaire avec un excès de contrôle et des difficultés de lâcher prise. Finalement, nous héritons de la sexualité, comme l'évoque Martin Page. Nos idées sont rangées dans une étagère, selon quelque chose de socialement construit. Et finalement, la sexualité n'est pas si naturelle que nous pouvons l'entendre. Alors ensuite, la peau, organe de la rencontre. N'oublions pas cet organe de faible profondeur et de grande étendue. Comme le disait Paul Valéry, c'est l'organe le plus profond de l'homme. La peau va permettre de frapper à la porte de l'autre. Je ne m'attarde pas sur l'anatomie du clitoris et de la zone urétro-clitorido-vaginale que vous connaissez bien, avec une autre illustration de la large place occupée par le clitoris au niveau périnéal. Alors le vagin est une porte de communication, donc la porte de différentes dimensions, porte de fertilité, porte de reproduction, porte également de féminité, porte de plaisir. Et voilà, donc il existe vraiment un troc au niveau du vagin. La sexualité peut être utilisée comme un moyen de communication, d'échange, d'interaction. Et ce que l'on ne va pas exprimer verbalement peut parfois s'exprimer via le corps, le sexe et le vagin. Alors ici, une illustration de Jouissance Club de June Pla avec une cartographie du plaisir et qui illustre la grande diversité des zones érogènes. Donc Martin Page,
dans son livre Au-delà de la pénétration, exprimé que pénétrer, c'est parfois oublier le reste, c'est passer à côté, c'est fuir, c'est cacher les sexes, ne pas les voir, ne pas les toucher et parfois se planquer. Il évoquait également, ce qui me semble intéressant, la notion d'éjaculation précoce qui est souvent évoquée, mais jamais de pénétration précoce. Alors voici la modélisation de la courbe d'excitation sexuelle féminine avec une phase de lastance que nous allons positionner au début, à l'initiation du rapport, ce qui illustre la sexualité plus diesel de la femme, avec nécessité de préparation du corps, mais aussi de l'esprit, mais surtout également sa composante circulaire, c'est-à-dire multi-orgasmique, avec l'absence ou une courte période réfractaire post-orgasmique. Il est important de noter aussi que l'accession au plaisir et à l'orgasme est plus aisée en dehors de la pénétration, même si, dans le cas des douleurs vulvaires et vaginales chroniques, il est important d'avoir plusieurs cordes à son arc, comme évoqué précédemment. Alors, le cycle de réponse sexuelle va être altéré par la douleur, avec des troubles du désir qui vont entraîner des troubles de la réceptivité, donc de l'excitation, des difficultés de lâcher prise avec des anorgasmies secondaires, d'où une sécheresse vaginale, d'où plus de dyspareunie, des dyspareunies qui parfois perdurent plusieurs heures après le rapport et peuvent évoluer vers des vulvodynies. En tout cas, une trouble de la réceptivité sexuelle, avec souvent une anxiété anticipatoire qui va être associée et une contamination des différentes phases du cycle de réponse sexuelle. Alors, s'ensuit l'éloignement des protagonistes, avec une femme qui va chercher à éviter le rapport douloureux ou la femme douloureuse qui cherche à éviter le rapport, avec moins de séduction, moins de féminité, des femmes qui vont chercher moins à plaire, des conduites d'évitement, on ne se couche plus ensemble, on ne se touche plus non plus, et nous aboutissons à un éloignement, une perte de proximité, une perte de la continuation corps et esprit, avec parfois des conflits, des disputes, des tensions, qui génèrent secondairement un impact négatif sur la sexualité comme un cercle vicieux. Donc voici une schématisation du cercle vicieux de la douleur et de son impact sur la sexualité, donc des rapports douloureux ou des douleurs vulvo-vaginales avec un plaisir moindre, une altération du désir et de la réceptivité, une perturbation du cycle de réponse sexuelle et de la continuité corps-esprit, une altération de la satisfaction personnelle, une altération de l'intimité émotionnelle du couple et un contexte émotionnel personnel qui est également perturbé et qui peut influencer également la douleur. Un schéma pour illustrer la manière d'aborder la zone vulvo-vaginale avec une vision locale puis un peu plus globale. Donc nous devons nous intéresser à la vulve et au vestibule, mais aussi à la flore vaginale, ainsi qu'aux muscles périvaginaux, mais aussi au bassin osseux, aux charnières, et envisager également l'existence de douleurs pelviennes associées aux douleurs vulvo-vaginales, avec les compartiments contigus et des anomalies au niveau de la sphère vésico-urinaire ou de la sphère anorectale et digestive. Nous devons penser également veines et nerfs, ainsi que l'état général, c'est-à-dire l'IMC, l'aspect dermatologique général, de rechercher par exemple des lésions dermatologiques ailleurs qu'au niveau de la vulve. En tout cas, une zone complexe, et donc les douleurs de cette zone peuvent être vraiment multifactorielles. Donc je n'ai pas le temps dans cette présentation de reprendre toutes les hypothèses diagnostiques envisageables. En tout cas, il est essentiel d'éliminer une organicité et de penser revêtement cutané, muqueuse, muscles, bassin osseux, système neurovégétatif, retentissement psychologique, émotionnel, relationnel et mode de vie altéré, donc éventuellement dépression et donc tension et donc douleur. Une douleur d'ailleurs plus ou moins petite, plus ou moins grosse, va avoir un retentissement global majeur sur la vie sociale, conjugale et sexuelle, avec pour conséquence une altération de la disponibilité érotique et du désir. Donc les dyspareunies sont des motifs très fréquents de consultation. Il est important encore une fois de bien comprendre la douleur. Est-ce une douleur
à l'intromission? Est-ce une douleur plutôt au fond du vagin? Donc, il va être important de réaliser un toucher vaginal en consultation si cela est possible, c'est-à-dire que si à l'approche des doigts, le corps de la patiente se raidit, se contracte et adopte une position de défense, nous sommes probablement devant un cas de vaginisme et il ne faut pas aller plus loin. S'il existe des douleurs en dehors des rapports, nous évoquerons plutôt le diagnostic de vulvodynie. Il faut savoir que les dyspareunies profondes répétées vont entraîner des dyspareunies d'intromission, alors que les dyspareunies d'intromission, elles, n'entraînent pas de dyspareunie profonde. En tout cas, un message important à transmettre aux patientes, c'est que le vagin et la vulve doivent rester des zones de non-douleur dans la sexualité. Voilà, au risque de l'évolution vers les vulvodynies, on l'a dit, il faudra être attentif au message du corps. Donc cette zone doit bien rester une zone de plaisir. Il est important de mettre un peu de couleur dans cette zone de l'intime, soit dans les moments d'accalmie de la douleur, soit de se centrer sur une activité sexuelle qui sera source de plaisir et non source de douleur. Alors la vulvodynie, la douleur pelvienne, nous l'avons vu, du fait de la complexité de cette zone, est une douleur mosaïque, puzzle, labyrinthe, avec plusieurs facteurs enchevêtrés. Et attention à la toxicité des mots, notamment au moment d'un accouchement ou à d'autres moments. Il y a des mots qui peuvent vraiment rester ancrés et être générateurs de troubles secondaires. Alors, les techniques de rejuvénisation vont prendre une place au sein d'un large panel de prise en charge et il faut envisager de placer la patiente au centre d'un réseau multidisciplinaire plus ou moins étoffé en fonction des symptômes. Donc, j'ai repris ici un panel assez large de spécialités qui peuvent intervenir dans ce domaine, en sachant que les techniques de rejuvénisation ne sont qu'une pièce du puzzle. Alors voici une diapo qui reprend les grands axes d'évaluation des douleurs sexuelles féminines, avec tout d'abord l'axe médical, nous en avons déjà parlé, le lichen, l'hypoœstrogénie, les anomalies vulvaires. L'axe personnel, donc à la fois passé avec éventuellement des événements traumatiques ou une éducation restrictive ou d'autres choses, des événements du présent comme l'estime de soi, comme le rapport au corps, comment va notre patiente elle-même, également la replacer dans le contexte social, environnemental, relationnel, du travail, des enfants, des parents, et pour finir, faire le point sur comment va-t-elle dans son couple. Donc, élargir en tout cas l'analyse du symptôme en repositionnant la patiente dans l'estime d'elle-même, dans sa relation vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de son partenaire. Voilà, donc ça nous avons déjà parlé. Il serait peut-être aussi intéressant de remplacer nos échelles de douleur, voilà, plus c'est élevé, plus c'est douloureux, par des échelles de confort, en disant qu'à 10, on est dans un confort optimal et qu'à 0, ça ne va pas du tout. Donc, inverser peut-être nos échelles pour pouvoir être générateur de confort auprès des patientes. En tout cas, l'importance dans ces prises en charge de ne pas être seule dans le cockpit. Voilà, je vous remercie de votre attention et donc reste à votre disposition pour toute question. Même si elle n'est pas là, on peut la remercier et la féliciter, puisqu'on lui transmettra ses applaudissements dans la session d'après. Vas-y. Alors, c'est à Jennifer Salerno qui va nous parler des autres techniques de prise en charge de la douleur. Je la laisse présenter. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bravo aux motivés, ou je sais pas, les autres salles sont fermées. En tout cas, merci d'être là. Ça nous fait plaisir. Donc, merci en tout cas de m'avoir invité à parler à cette session, puisque les douleurs vulvovaginales, c'est un petit peu notre cheval de bataille. Et donc, merci aux deux orateurs précédents qui ont super bien introduit le sujet. Moi, du coup, ça va paraître, je suis désolée, très mécanique, voilà, je vais vous présenter des études, en fait, parce que les nouvelles technologies, on en entend beaucoup parler, qu'on a beaucoup de cas et d'expériences personnelles, mais je pense qu'il est intéressant de voir ce qui est publié et comment on peut utiliser ces technologies. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt.
Les douleurs vulvo-vaginales, donc je ne vais pas reprendre. Bien sûr, il y a les douleurs nociceptives et puis il y a les douleurs qui, d'un point de départ lésionnel, vont évoluer vers une douleur chronique. On ne verra plus de lésion. Il persiste une douleur, donc une douleur qui peut être soit localisée, soit un peu diffuse au niveau de la vulve et du périnée. Et cette douleur, il faut une prise en charge qui soit multidisciplinaire, mais au bout d'un moment, des traitements médicamenteux peuvent avoir soit trop d'effets secondaires, soit ne pas être suffisants. Et donc, on va essayer de voir dans quel cas on peut utiliser ces nouvelles technologies. J'ai commencé à parler, je parlerai juste un petit peu de la kiné, parce que peut-être que des fois, on n'y pense pas premier abord, sauf qu'on vous a parlé de l'anticipation de la douleur, du mécanisme de l'hypertonie réflexe du périnée, des muscles releveurs, et donc la thérapie manuelle, la prise en charge en kiné va être ultra importante. Les patientes, elles connaissent pas très bien leur anatomie, donc c'est déjà une approche qui est globale sur comment est-ce que je respire, comment est-ce que je me tiens, qu'est-ce que le périnée, à quoi ça ressemble, comment je vais travailler sur ces muscles-là. Et en plus de la kiné, souvent ils ont d'autres technologies, comme la T-CAR-thérapie, que vulgairement on peut connaître sous le nom aussi de radiofréquence, ou la photomodulation, et donc ça va être un apport en plus de la kiné. Le laser, je vous en parlerai aussi, et quelques mots sur TENS et radiofréquences pulsées. Donc la kinésithérapie, pour la vestibulodynie provoquée, donc on en a bien parlé, la douleur du vestibule, une sensation de brûlure, de déchirure au toucher, à la pénétration, à la mise en place d'un tampon, et cette douleur qui va avoir donc plusieurs composantes, une altération de la muqueuse, une altération du muscle, et du coup un retentissement psychologique important qui entretient le phénomène. La kinésithérapie, oui, c'est efficace, et on prescrit souvent des topiques locaux, et on voit que dans cette étude, un essai contrôlé randomisé, la kinésithérapie, avec toutes les techniques simples, sans nouvelles technologies, semble faire mieux que l'application de topiques locaux, sûrement parce qu'il y a cette prise en charge qui est globale, et donc ça améliore les douleurs au rapport avec des patientes qui se sentent améliorées. La T-CAR-thérapie a été étudiée pas mal dans les douleurs du postpartum, et donc c'est vrai que les maternités souvent se dotent de ces appareils, qui sont donc ce sont des séances qui sont effectuées par les kinés, les sages-femmes, les médecins. Et donc là, c'était une étude qui comparait en fait le VA, donc la douleur que ressentaient les patientes avant une séance et 1 heure après. Et on notait qu'il y avait une baisse qui semblait importante, de 4 points de la douleur après ces séances-là. Alors c'est sûr, il n'y a pas de randomisation, et est-ce que ça dure dans le temps ? Du coup, ils ont enchaîné sur un essai contrôlé randomisé sur des patientes qui avaient eu des déchirures du postpartum ou une épisiotomie, enfin au minimum un stade 2, donc avec atteinte du muscle. Et donc, soit ils faisaient des séances de radiofréquence à ces patientes, premier, deuxième jour après l'accouchement, soit ils ont comparé à un groupe de patientes qui avaient également accouché dans la même période. Donc, il n'y avait pas de séance simulée. Ils ont essayé de voir s'il y avait effectivement moins de douleur avec une EVA supérieure à 4 au deuxième jour du postpartum. Il n'y a pas eu de différence significative. Par contre, ils retrouvaient qu'au deuxième jour, il y avait moins d'inconfort à la marche et que la consommation aussi de paracétamol était moindre. Alors malgré la randomisation dans cette étude, les groupes n'étaient pas forcément homogènes, puisqu'il y avait au final plus de complications de cicatrices dans le groupe radiofréquence. Alors est-ce que c'est ça qui a fait qu'on n'a pas trouvé en tout cas d'effet significatif? Ça peut être une explication. Les kinés utilisent du coup ces technologies aussi pour traiter la dyspareunie. Alors c'est sûr, la dyspareunie, oui, mais dyspareunie due à quoi? Due à l'endométriose, due à une hypertonie musculaire? Bon, en tout cas, des fois il y a des dyspareunies qu'on a du mal à étiqueter. On constate qu'il y a une douleur musculaire, les patients font de la kiné, et donc là, ils associaient des techniques de T-CAR-thérapie en plus de leur thérapie manuelle, et retrouvaient qu'il y avait une amélioration de la douleur et une amélioration aussi sur le contrôle musculaire. La photobiomodulation, pareil, les kinés qui l'ont utilisée, donc un essai contrôlé randomisé double aveugle, ils faisaient kiné, relaxation musculaire et des séances de photobiomodulation, ou bien alors kiné, relaxation musculaire, et ils simulaient cette photobiomodulation. L'évaluation, elle est qu'à 1 semaine après l'arrêt des séances. Mais on sait que de toute façon, des fois, la kiné, si c'est pas bien entretenu, si les femmes ne continuent pas, l'effet ne dure pas. Donc là, bon, limite, c'est une évaluation qui est assez précoce. Mais on notait au final pas de modification dans les deux groupes. Donc photobiomodulation avec kiné ne fait pas forcément mieux. Donc on a plutôt tendance à remarquer que la radiofréquence semble améliorer. Photomodulation, dans cette étude, en tout cas, c'était pas vraiment retrouvé.
Concernant, donc j'ai mis sécheresse vaginale, même si on est dans la session douleur, parce que la sécheresse vaginale, c'est quelque chose de douloureux pour les patientes, soit spontanément, soit au moment des rapports. Donc là, une cohorte espagnole qui a traité donc 30 femmes avec 12 séances de photobiomodulation à raison de 2 par semaine. Donc c'est vrai que c'est des séances qui sont souvent, dans les protocoles qu'on voit, c'est une à 2 fois par semaine. Et donc à 1 mois après le début du traitement, il y avait une amélioration du score. Alors c'est sûr, hein, c'est un score qui est subjectif, le VHI, mais d'une, il a le mérite d'exister, et de deux, en fait, c'est très compliqué de scorer les patientes sur la sécheresse. Ce qui est sûr, c'est que dans cette pathologie-là, dans la sécheresse vaginale, il y a l'évaluation du clinicien, mais ce qui est super important, c'est l'évaluation du ressenti de la patiente. Est-ce que la douleur, l'irritation, la dyspareunie est améliorée? Donc là, ils ont pris en charge, en tout cas, ils ont évalué au niveau clinique. Il y avait une amélioration qui semblait effective. Et ils ont donné un score de sexualité qui semblait aussi retrouver une amélioration significative après traitement. Au CHU de Nîmes, on a traité plus d'une centaine de patientes, on a fait un observatoire et donc nous, notre protocole, c'était uniquement 6 séances, c'était pas 12, une par semaine. Les indications principales qu'on retrouvait, c'était donc les douleurs vulvaires, en lien ou non avec la sécheresse, et les douleurs au rapport. C'est vrai que c'était souvent des populations de patientes qui étaient non réservées aux patientes qui étaient en échec des traitements de première ligne. C'était des contextes peut-être favorisants, on l'a dit, le postpartum, période à risque, la ménopause aussi, et malheureusement la iatrogénie, la morbidité qui est associée au cancer. Et donc c'est souvent des patientes qu'on a du mal en fait à soulager avec les traitements qui existent. C'était une gêne qui était très importante au début, qu'elles évaluaient à 7,7 sur 10 en termes de retentissement sur leur qualité de vie et sur leur fonction. Et on notait une amélioration après les séances, estimée à 58%. Cliniquement, il semblait y avoir aussi moins de sécheresse, moins de fissures, moins de brides. Et 61% des patients, donc le PGI qui permet vraiment d'évaluer de manière reconnue l'amélioration, on va dire, on avait 61% de patientes qui étaient améliorées ou très améliorées, sans effet indésirable grave, et non grave d'ailleurs. Mais en gros, ce qui est important dans toutes ces nouvelles technos, ok, c'est bien... L'efficacité, déjà, c'est intéressant pour des patientes qui ont des douleurs qui souvent, c'est pas des douleurs qui durent depuis moins de 3 mois, hein, tous les cas présentés. C'est des douleurs qui sont très chroniques, qui évoluent depuis des années, qui sont installées, qu'on va avoir du mal à traiter. Et donc, c'est prise en charge globale. Et on voit que déjà 60% d'amélioration, on est plutôt satisfait. Et le fait qu'on n'ait pas d'effet indésirable, qu'on ne prenne pas de risques, parce que l'objectif, on veut les améliorer, mais on ne veut surtout pas être plus délétère. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut observer dans les études et dans les papiers qu'on lit. Une autre étude, pareil, sur la photomodulation et la vestibulodynie, c'était les vestibulodynies provoquées. Et ben alors là, 18 patients de photomodulation, 16 placebo. Et au final, un seul critère qui semblait significatif, c'était la sensation d'amélioration, le ressenti. Il n'y avait pas d'amélioration sur l'examen, sur la douleur qu'on déclenchait ou la douleur au rapport, mais des patientes qui se sentaient améliorées. Concernant le laser, donc il y a beaucoup plus d'études. Pas mal d'études sur la sécheresse vaginale et le laser CO2, sur des groupes qui sont randomisés double aveugle, où on comparait en fait les œstrogènes locaux au laser et plus ou moins les 2 procédures associées. Ce qui est sûr, c'est que dans les 3 groupes, on avait une amélioration de ce score de sécheresse vaginale clinique, des symptômes, donc en cotant le VA des symptômes, et des scores de sexualité. Donc en tout cas, le laser semble faire le même boulot que les œstrogènes locaux dans cette étude. Un autre essai prospectif contrôlé randomisé, laser CO2 versus procédure simulée. Et donc là, le laser semblait retrouver effectivement une amélioration au profit du groupe qui n'avait pas au final été traité et avec une satisfaction importante. Une autre étude qui, là, prenait le contre-pied sur le laser, randomisée aussi, des patientes ménopausées qui avaient soit une procédure laser effective, soit une procédure simulée, et une surveillance à 1 an, pareil, EVA symptômes, EVA global, score clinique sur le vagin et sur les scores de sexualité. Et donc là,
pas de différence qui a été retrouvée, tant sur le VA que sur les scores de sexualité. Et en fait, chose qui est ultra étonnante, c'est que les effets indésirables, c'est les mêmes dans les deux groupes, qu'il y ait eu une procédure effective ou pas. Douleur, saignement, leucorrhée, bon. Donc clairement, cette étude, la population était totalement inégale, pas comme dans les autres études où on essayait de cibler des patientes. Une hypothèse de départ aussi qui pouvait pas donner forcément de résultats. Et voilà. Donc au final, les études sécheresse laser, il y a quelques essais prospectifs bien menés. Ça semble faire, en tout cas, le boulot comparé aux œstrogènes locaux avec un effet qui est plus durable dans le temps. Bien sûr, il y a plus de risques comparé aux œstrogènes locaux parce qu'il y a des séries de cas, c'est vrai que je les ai pas mis mais je n'avais pas le temps, mais donc il y a pas mal de séries sur les complications du laser. Il y a des complications qui ne sont pas graves, qui sont au final des effets indésirables, avoir des leucorrhées, une petite sensation d'échauffement, et puis il y a des cas qui rapportent des cas plus graves lorsque les paramètres du laser ne sont pas respectés, lorsque les patients ne sont pas examinés comme il faut. Et oui, si on règle mal un appareil et qu'on ne sait pas s'en servir, on risque de faire des brûlures ou des lésions ou des douleurs. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il existe beaucoup de nouvelles technologies. Moi, je vous présente les études, mais il faut bien connaître après la machine que vous voudrez utiliser si c'est le cas. Sur les douleurs vestibulaires, il y a aussi le laser, donc CO2, qui est le laser ablatif qui a été utilisé. 3 séances, donc un petit peu au final le même protocole que sur les sécheresses, et qui retrouvait une amélioration des douleurs au rapport et de l'EVA qui semblait se maintenir, et des patientes qui se disaient améliorées. Ce sont des études pilotes, c'est pas quelque chose qui est recommandé, je vous présente juste ce qui existe. Concernant le lichen, le traitement déjà le diagnostiquer, c'est très important. Le traiter par les dermocorticoïdes, c'est bien sûr ce qui est indiqué. Les patientes qui résistaient aux dermocorticoïdes ou non, il y a eu pas mal d'études donc, sur le laser. C'est un laser qui est moins puissant, qui pénètre moins dans le tissu, qui fera moins de lésions, la longueur d'onde est moindre. Et donc ils ont séparé les patientes en 2 groupes, celles qui avaient le traitement par dermocorticoïdes et celles qui avaient dermocorticoïdes associés à des séances de laser. Et donc sur les scores de symptômes, il y avait moins de douleurs, moins de démangeaisons, moins de brûlures, et donc jusqu'à 6 mois de suivi. Pas mal d'autres études qui semblent également montrer qu'il existe une amélioration en termes de douleur au rapport ou de douleur spontanée après ces traitements, avec les limites des études, le fait qu'elles ne soient pas randomisées, le fait qu'il y ait plus ou moins une sécheresse vaginale associée, parce qu'on sait que du coup ça modifie complètement aussi les symptômes. Concernant les vestibulodynies, une autre série de cas sur le laser, mais voilà, c'est vraiment des études qui sont de très faible puissance, très faible niveau de preuve, c'est pour vous dire ce qui est testé. En sachant que les vestibulodynies, la prise en charge est beaucoup plus complexe que juste faire du laser au niveau de la vulve. Une autre étude sur ce laser qui est moins puissant sur les vestibulodynies, même si 60% des patientes déclaraient que leur vie sexuelle était meilleure, il y a quand même 35% des patientes qui avaient eu une vestibulectomie après ces traitements-là. Ça prouve que le laser n'a peut-être pas été efficace ou pas de manière suffisante. Concernant le TENS, il peut être très intéressant, pareil parce que c'est un appareil qui ne comporte pas beaucoup de risques. Et donc je pense que dans la pathologie douloureuse et sur les nouvelles technologies, il ne faut pas qu'on prenne de risques. C'était une étude qui plaçait le dispositif du coup au niveau des grandes lèvres, avec des protocoles de traitement qui étaient débutés par les kinés, parce que le TENS au final c'est un appareil qui est aussi beaucoup utilisé par les kinés. Et donc ils commençaient les protocoles au départ en séance, et ensuite les patientes faisaient leur séance à la maison, et un suivi qui était jusqu'à 10 mois après traitement, avec une baisse de l'EVA passé de 8 à 3,2, donc des résultats qui semblaient se maintenir, donc quelque chose de plutôt intéressant. Concernant les autres traitements, je les aborderai pas, mais c'est juste pour vous dire les pistes en tout cas qui existent sur la prise en charge de la douleur, en se disant si localement en fait avec nos nouvelles technos on n'arrive pas à traiter cette douleur au niveau de la vulve,
pourquoi est-ce qu'on n'irait pas capter en fait le signal douloureux plus haut? Et dans ces cas-là, c'est des choses que vous avez dû voir, c'est le ganglion à part, le plexus hypogastrique et la chaîne paravertébrale. Et donc il y a des techniques qui existent pour aller traiter en fait le nerf. Une fois qu'on a réussi à peut-être démontrer qu'en faisant un test infiltratif local à ce niveau, on soulageait temporairement la douleur. Et dans ces cas-là, il y a des choses qui sont essayées. Voilà, donc là, c'était un cas c'était la radiofréquence pulsée qui pouvait être utilisée dans les vulvodynies sévères et avec le mécanisme de fonctionnement. Donc c'est juste pour dire qu'il y a énormément de pistes qui existent pour traiter ces douleurs. Donc, en gros, beaucoup de technologies, beaucoup de matériel. Les paramétrages, j'ai essayé de le mettre un peu au fur et à mesure, mais c'est vraiment... Voilà, il faut vraiment s'intéresser à la technologie pour comprendre comment ça fonctionne et bien la paramétrer. Pas beaucoup de formations qui existent. C'est vrai que être formé par le labo qui vend en fait l'appareil, c'est pas une formation. Problème de coût pour l'achat des machines et accessibilité aux soins pour les patientes, en sachant que les douleurs vulvovaginales chroniques, c'est multifactoriel, c'est complexe, que c'est pas vraiment consensuel et que malheureusement un traitement qui marche très bien sur une patiente ne marchera pas du tout sur une autre. Donc voilà, il y a peu d'études randomisées, il y a plein de techniques qui sont encourageantes. C'est vrai que je ne vous ai pas mis, mais en gros, les nouvelles technologies, le laser, beaucoup de publications, les autres, beaucoup moins. Ce qui est recommandé, en tout cas pour la sécheresse vaginale, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais les recommandations du collège auxquelles on a participé, on a conclu que ça pouvait être des choses intéressantes, surtout dans les groupes de patientes qui soit ne veulent pas, soit qui ne peuvent pas prendre d'œstrogènes locaux et qui ont des atrophies vulvovaginales qui sont résistantes ou en échec. Effectivement, ces nouvelles technologies peuvent rentrer dans le traitement des patientes. Tout ça pour vous dire qu'on continue à faire des études, donc je fais un peu de pub, pour vous dire qu'on est 4 centres en France dans un essai randomisé prospectif où on compare en fait 3 technologies qui n'ont rien à voir, le laser vaginal, les injections d'acide hyaluronique et l'acide hyaluronique local. Et en fait, c'est des patientes qui ont des sécheresses vaginales après cancer du sein. Ces patientes-là, à qui on ne donne pas d'œstrogènes locaux peut-être dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va leur conseiller, qu'est-ce qu'il faudrait leur proposer? Donc voilà, donc on inclut des patientes, donc n'hésitez pas, si vous avez des patientes intéressées. L'avantage aussi, c'est que la prise en charge, c'est tout bénef, et donc pour les patientes et pour la science, c'est bien. Donc je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tu peux rester là pour les questions. Merci beaucoup pour ton exposé très clair et d'avoir insisté sur la nécessité de bien connaître l'appareil qu'on utilise, les paramètres, de ne pas se laisser influencer. C'est exactement ce que j'ai dit dans la première partie de la session là, de périonisme. Donc, tout à fait en accord. Qui a des questions? Si vous avez des questions, alors attendez, dans l'ordre 1, 2... Moi, je voudrais savoir, parce que c'est très long finalement, l'interrogatoire, parce que bon, on n'a pas 2 heures non plus, il faut qu'on soit précis. Est-ce que vous avez un guideline minimum d'interrogatoire, d'examen complémentaire et de prise en charge thérapeutique? C'est plus facile, quoi. Je ne sais pas si vous, Olivier, tu veux monter aussi, mets-toi à ma place. C'est vrai que maintenant ça commence à être plus clair, mais au début ça part dans tous les sens et donc c'est compliqué. Déjà, sachez que pour les problématiques de douleur, ce qu'il ne faut pas hésiter à faire s'il y a une consulte douleur qui vous tombe en plein milieu de votre consulte et que vous êtes à la bourre et que vous pensez au retard que vous accumulez, déjà on essaie de faire le vide dans sa tête, même si c'est compliqué, pour être focus sur la patiente, et que si on n'a pas le temps de faire l'examen clinique, vu qu'il ne faut pas qu'on soit pressé, qu'il y a l'anticipation douloureuse, qu'on n'est pas là pour faire mal, pas hésiter à dire, voilà, on fait l'interrogatoire, on perçoit un petit peu, on dit, je vous donne un rendez-vous, on se revoit la semaine prochaine. Et à ce moment-là, on fait l'examen clinique, on fait le reste. Donc je pense que ça, c'est ultra important parce que c'est des consultations qui peuvent durer 1h15. Donc ça peut être très long. Donc pas hésiter à faire en 2 temps, être présent sur le moment, laisser parler pour voir au final si tout ce dont elle vous parle, c'est le contexte qu'il y a autour, qu'elle s'est occupée de sa maman qui était malade, qu'elle s'est négligée, que sa fille n'est pas à la maison. Donc là... dire ok, je vois un peu dans quel sens ça part et essayer de recentrer. Donc essayer vraiment de laisser parler sur le départ, et après moi j'essaie de partir du symptôme, de l'origine, des facteurs aggravants, des facteurs calmants, de ce qui a été essayé, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché,
du contexte autour, et après je reprends les antécédents, la grossesse. Mais des fois, on n'a pas toutes les infos la première fois. C'est pas grave. Il y a peut-être quelque chose qui vous ressortira la deuxième fois, ou même beaucoup plus tard. Donc, ne pas hésiter à fractionner sa consultation, c'est pas grave. Mais on peut pas faire l'impasse sur l'examen clinique, et il faut qu'on ait le temps de le faire. Et donc, forcément, si les patients voient qu'on est pressé, là, c'est verrouillé et on n'est pas là pour faire mal, donc on s'arrête, on se revoit plus tard. Alors, tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Simplement, il y a des questionnaires qui commencent. À l'hôpital Foch, on a mis en place un questionnaire qui permet de orienter les patients. Au besoin, on pourra le faire passer si certains le souhaitent. Ça permet de cadrer. Alors, essayons d'être bref dans les questions-réponses. Je voudrais compléter la réponse sur vous donner 3 trucs. Ce qui est important, c'est d'écouter. C'est une consultation, ça commence par un temps d'écoute. La communication, c'est toujours un début d'écoute. C'est jamais regarder en premier une image ou un résultat biologique ou je ne sais quoi. C'est un temps d'écoute. Ça c'est primordial. Deuxième chose, c'est comment ça a commencé. Le deuxième screening obligatoire, c'est le début. C'est-à-dire, si la problématique a commencé il y a une semaine ou s'il y a 2 mois ou 2 ans, c'est pas pareil. Donc là, on est quelque chose. Et la troisième chose, c'est l'inventaire des traitements qui ont été faits antérieurement, parce que les gens viennent souvent avec multiples examens, des traitements et des diagnostics. Est-ce qu'il y a un diagnostic qui est posé? Je suis effaré que 90% des femmes qui viennent me voir après 2 ans de consultation n'ont pas de diagnostic. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de diagnostic de fait. Donc ça il faut arriver à poser un diagnostic. Après, tout ce que vous avez dit, Jennifer, c'est important. Les 3 points de retentissement importants pour graduer la sévérité de la douleur, c'est la qualité du sommeil. Quelqu'un qui a mal dans la nuit, c'est un cas qui est plus complexe que quelqu'un qui n'a pas mal dans la nuit. Quelqu'un qui est soulagé par le repos complètement, il y a des situations là, on va comprendre et mieux comprendre. Mais à partir du moment où la douleur est envahissante, y compris entraînant les trous du sommeil, alors ce qui est important, c'est de savoir si les trous du sommeil sont secondaires à la douleur ou s'ils étaient antérieurs à la douleur. Parce que ça, c'est un phénomène de fragilité de la douleur chronique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien repérer dans l'interrogatoire. Ce que je souhaite, c'est un travail qu'on fasse ici en gynéco, comme ça a été fait dans la lombalgie, pour qu'on vous donne un guideline sur les drapeaux rouges, c'est-à-dire ceux qui sont les drapeaux anatomiques qu'il faut connaître et rechercher en premier et qu'il faut repérer, parce que là, très clairement, il y a des diagnostics à faire et peut-être avoir à faire à l'imagerie à autre chose. Les drapeaux jaunes, c'est-à-dire les fragilités psychiques, les facteurs traumatiques, repérer un stress post-traumatique concomitant, savoir les 2-3 éléments qui vous permettent de repérer un stress post-traumatique. Et troisième point, les attentes des patientes. Qu'est-ce qu'elles attendent de votre consultation? Olivier, on va s'arrêter là parce que c'est un ça, programme ça pour l'année prochaine. Une intervention voilà. pour l'année prochaine. C'est pour l'année prochaine. Les questions. Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question sur le TENS. Oui. Il me semble que la prescription du TENS est réservée aux médecins de la douleur. Pas que. Il y a une petite subtilité voilà. quand même. Et j'ai entendu parler d'un dispositif médical sorti récemment, commercialisé par Urgo, pour ne pas les citer, qui est étiqueté traitement des dysménorrhées. Est-ce que vous avez de l'expérience dans la prise en charge des douleurs chroniques hors dysménorrhée avec ce type de dispositifs qui sont ouverts à la prescription de n'importe quel médecin? Alors j'avoue, j'ai pas l'expérience de ça, j'ai pas lu là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'en tant que gynéco, on a le droit de prescrire. On peut prescrire Urostim. On a le droit de prescrire pour les troubles vésicaux, pour l'hyperactivité vésicale. Urostim, et il y a les mêmes séquences que sur le TENS. Voilà, c'est un programme. Au lieu de mettre le P3, c'est P5. Voilà, il y a un programme douleur en fait. Donc on peut prescrire au final cet appareil en mettant un autre type de programme et en modifiant des fois le positionnement des électrodes. Vous demandez au labo au Schwab, ils vous expliqueront tout ça. C'est-à-dire que vous donnez un Urostim, parce que on peut tous le prescrire, alors que les TENS, il n'y a que les médecins de la douleur ou certaines personnes qui peuvent le faire. Mais l'Urostim a les mêmes séquences de stimulation que le TENS. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je n'ai pas vu Karine Martin arriver. Je voulais insister sur un des points qu'a souligné, qui a peut-être passé inaperçu, l'évolution du concept des séquences de prise en charge de la douleur que nous a évoqué Olivier Bredeau.
C'est-à-dire que vous savez qu'avant, on donnait des médicaments pour assommer le patient. C'est-à-dire quand il ne parle plus, eh bien, il n'a plus de douleur. Ce qu'ils viennent de nous expliquer, c'est qu'on est passé de ce type de coup de masse sur la tête à un traitement physique local pour essayer de traiter le point de départ, bien sûr en traitant peut-être le reste simultanément, et que toutes les séquences thérapeutiques qu'on vient d'évoquer, pour lesquelles il va falloir avoir des preuves cliniques complémentaires, vont être des outils indispensables dans nos pratiques. Donc vous êtes face à une situation qui, dans les 8 ans, va complètement changer nos prises en charge. Je veux dire, mesurer le changement conceptuel qui est en train de se réaliser. Et sans parler d'un autre aspect qui garde le bon sens, c'est Karine Martin qui a insisté sur le fait que le premier traitement, c'est le contact avec la peau. Je voudrais le souligner parce que de plus en plus, on parle pour faire attention au tout contact, etc. Je vous rappelle que toucher une peau, c'est un premier acte thérapeutique. Et dans les douleurs, ça fait partie des premiers signes de réappropriation corporelle. Quand quelqu'un peut se retoucher une zone cutanée qui est devenue hyperalgésique. Je n'ai pas le temps de tout développer, mais si vous voulez, c'est passionnant parce que justement, on a l'aspect humain et l'aspect hyper technique. Et justement, on a à gérer, et les générations qui arrivent auront à gérer ce double concept qui est passionnant. Passionnant parce qu'il va falloir garder la relation humaine et utiliser des techniques de plus en plus sophistiquées sur lesquelles il va falloir se former successivement. Est-ce qu'il y a des questions ? Je faisais mon truc là pour, en attendant que vous ayez des questions, parce que j'en ai tout plein. Mais... Non, c'est bon. Ah oui. Merci. Au niveau thérapeutique, au niveau des différentes techniques physiques, je suis assez surpris de l'absence d'algorithmes et de critères. J'utilise la photobiomodulation, la même que vous, et à plusieurs reprises, j'interroge le laboratoire, j'interroge les praticiens, et j'ai du mal à avoir quelque chose qui tient la route. C'est ce que je veux dire. Alors, Jennifer Salerno ne vous l'a pas présenté, parce qu'avec Charlotte Delacroix, qui est ici, c'est elle qui gère l'observatoire qu'on a mis en place difficilement depuis 4 ans, qui s'appelle OTAPE, et sur lequel on a quand même énormément de dossiers. Alors là, on n'en a gardé que 120, parce qu'il fallait être dans les règles d'une étude, mais on fait à peu près 1300 séances de photobiomodulation par an depuis 5 ans. Dans le service, on n'a pas eu un effet secondaire délétère. Je crois que ça, c'est très important. Et ce qu'elle a dit, il ne faut pas que nos traitements... Si on gagne 30% de plus d'amélioration du vécu d'un patient qui est un échec des autres thérapeutiques, c'est énorme. Et ce qui est 2 fois énorme, c'est qu'on améliore de 30%, même si c'est que ça, mais dans l'étude qu'elles ont fait, c'est 60%, mais surtout, on n'a pas d'effet secondaire. Pas d'effet secondaire. Et juste pour compléter, c'est vrai que je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de conclusion. En fait, l'algorithme n'existe pas. Et vu que c'est un congrès, enfin voilà, moi je me base juste sur ce qui existe. Bien sûr, on a le droit de parler de notre expérience, mais effectivement, c'est quelque chose qui doit se construire et pour l'instant, on n'a pas assez de données pour établir précisément cet algorithme. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense qu'il faut déjà, c'est du cas par cas. Là, c'était pas le but du topo, donc je vous ai pas dit comment fonctionne chaque technologie, quelles sont les contre-indications. Parce que si on fonctionne déjà en regardant les contre-indications, ok, laser, j'ai du papillomavirus qui est présent, non, c'est une contre-indication. C'est un problème infectieux, je peux pas trop en faire, donc ça élimine le laser. Donc en fait, voilà, moi je fonctionne sur symptômes, ensuite suivant ma techno, les contre-indications, et après c'est sûr que nous, on a toutes les technologies au CHU à Nîmes. Bien sûr, je peux faire du cas par cas. Et je me doute que quand des fois on est en privé ou quoi et qu'on n'a qu'un seul appareil, on a envie de l'utiliser parce qu'on se dit ça peut marcher. Donc voilà. Donc nous, on a ce biais-là, mais qui n'est pas un biais qui a un avantage. Ce qui est sûr, c'est que là, sur les 2 ans d'observation, on a plus de 80% de photomodulation. Et après, ça se sépare en laser, radiofréquence et acide hyaluronique injectable. Donc effectivement, selon notre expérience nîmoise, nous faisons beaucoup de photomodulation. Donc voilà, mais il n'y a pas d'algorithme qui existe et les seuls recos, c'est celle que je vous ai dit sur la sécheresse et le laser. Voilà, c'est pas recommandé. Enfin, si les recos qui existent internationales sur tous les vulves, tout ça, ce n'est pas recommandé en traitement de routine et en traitement de première intention, mais ça peut être proposé à des patientes en échec et dans le cadre d'essais thérapeutiques. C'est ça les recommandations. Si
j'avais un conseil pour tout le monde. Le premier algorithme, c'est avoir fait un diagnostic. 2, accepter de traiter quelqu'un que si on a l'appareil qui correspond à la séquence qui nous paraît utile. Si on n'a pas la séquence, il faut l'adresser. On travaille sur Paris, sur l'hôpital Foch. On a des réseaux de spécialistes qui ont des outils différents. Si vous n'avez pas le laser et que vous pensez qu'il faut faire un laser, il faut l'adresser au laser. Et la troisième étape dans l'algorithme qui va sortir, qui va se faire, c'est qu'il y a des associations thérapeutiques qui apparaissent. On se rend compte qu'il y a des gens qui sont bien avec photobiomodulation laser et qu'il faut compléter, soit avec de l'acide hyaluronique en injectable, soit avec parfois de la toxine, parce qu'il y a une composante musculaire sous-jacente qui résiste. Voilà. Donc je vois que c'est... Mais peut-être que tu pourrais dire un mot. Juste un mot pour terminer. Je rejoins exactement la même... Moi, j'ai laser, radiofréquence et Milta. Et je suis à peut-être un peu moins de 80%, mais 80%, oui, de LED. Et plus j'avance dans mon expérience, et plus ça me paraît l'examen. Et puis comme tu le disais, il n'y a pas d'effet délétère, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a aucun risque à utiliser cet appareil. Et donc, c'est vrai, moi, je trouve qu'il est absolument formidable. Après, il faut avoir l'organisation. C'est vrai que moi, je travaille, je suis associée avec une sage-femme qui prend en charge les traitements, parce que c'est ça aussi qui est compliqué à mettre en place. À l'hôpital, pour vous, c'est beaucoup plus facile. En cabinet, il faut vraiment une association. Bon, là c'est avec une sage-femme qui est là, je crois, Gabrielle Rougeau, et on fonctionne très très bien. Elle s'occupe des traitements comme ça, une fois par semaine sur 6, parce que c'est vrai que nous c'est un petit peu compliqué à mettre en place en pratique. Alors, d'abord, merci à tous. Je vous rappelle, l'année prochaine, on fera une session du GRIRG à Lille. Donc, c'est fin janvier, vous avez les dates. Merci à vous, à tous et à nos intervenants. Juste parce que Christine Vada est là, si vous utilisez ces appareils, il est indispensable de le signaler à votre assureur. Oui. Voilà. Mais ça a été dit avant. Je ne sais pas s'il y en avait qui étaient là, mais c'est exactement ce que j'ai dit. Non, mais Il faut vraiment ne pas commencer à utiliser ces appareils si vous n'avez pas l'avenant à votre contrat de responsabilité civile professionnelle. Vous le signalez, vous attendez de recevoir l'avenant pour pouvoir commencer à les utiliser. Il faut être extrêmement précautionneux, justement parce qu'on n'a pas un cadre et on n'a pas des études et des recos comme dans d'autres utilisations. Partez rassurés, mais en assurance. Allez, bonne journée.